Bonjour. Donc en fait, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé sur la station d'épuration de Castres. Donc une station d'épuration qui a été construite en 92 pour 80 000 équivalents habitants au niveau nominal, qui a été modifiée au niveau de son arrêté d'exploitation en 2012 pour passer à 95 000 équivalents habitants, en sachant qu'elle traitait déjà à cette époque-là régulièrement 115 000 équivalents habitants. Pourquoi? Parce que sur Castres, il y a un gros abattoir qui représente à lui seul 45% de la pollution, donc ce qui fait monter rapidement les équivalents habitants et donc la pollution aussi bien organique, phosphorée et azotée. En plus de cela, on est en réseau unitaire, donc pour 50%, sujet à des variations de débit à l'entrée et donc avec l'obligation de respecter des niveaux de rejet qui nous étaient imposés avec des à-coups hydrauliques qu'on acceptait sur la station, à savoir qu'on avait supprimé les écrétages après les primaires pour rester dans la réglementation, puisque tout ce qui rentrait sur la station d'épuration faisait partie des bilans 24 heures, et pour rester conforme à la sortie, on supprimait volontairement les écrétages, et on envoyait donc 2000 m3 sur chacune, moins, pour l'ensemble des fils, avec une augmentation de la vitesse ascensionnelle sur les clarifs, et le risque d'avoir des départs de boue après 4-5 heures d'élévation du débit. On a réfléchi pour la suite, donc en sachant qu'on allait passer au-dessus des 100 000 équivalents habitants et donc en zone sensible azote-phosphore, on allait donc se retrouver avec un niveau de rejet à 1 mg litre. Et en parallèle de ça, on a été contacté par l'entreprise Naesco qui, elle, cherchait à développer un principe de précipitation du phosphore en créant de la struvite. Donc c'est un projet qui a commencé avec Naesco en 2007 par des essais en laboratoire, qui a été continué par la mise en place d'un petit pilote sur la station d'épuration en 2012. Et ce pilote-là a été suivi par un pilote semi-industriel, toujours sur la station d'épuration, pour optimiser ces réglages et surtout pour optimiser le liquide usé et le débit d'entrant du magnésium. Nous, ce qui nous intéressait, c'était de traiter le phosphore, mais sans forcément créer un autre sous-produit ou augmenter la quantité de boue. On aurait pu injecter du chloroférique. Vu l'âge de la station, on est tout en acier galvanisé, donc les ponts, on allait les retrouver au fond. Le génie civil, il allait être dégradé. Et en plus de ça, on allait se retrouver avec de la boue en surplus qu'il aurait fallu traiter. Donc on a réfléchi d'un côté pragmatique, comme on essaie toujours de le faire. Et dans le même état d'esprit que par rapport au digesteur, on voulait rester sur un phénomène de cycle court. On a des digesteurs, on utilise le biogaz pour faire de la cogé, pour utiliser l'électricité en interne. Et pour la partie azote et phosphore, on voulait faire la même chose. Donc après avoir rencontré Naesco, on a fait un petit bilan avec l'INSA sur l'endroit où se situait le phosphate et comment on pouvait où on le rejetait. On s'est rendu compte qu'il y en avait 20% qui sortaient par l'eau, 64% qui sortaient par la boue qui était valorisée d'une façon agricole, donc en plan d'épandage direct, et qu'il y avait, comme on a pu le voir tout à l'heure, 16% qui étaient recirculés. 16% qui aussi ne représentaient que des faibles débits, puisque c'était suite à la déshydratation. Donc on aurait pu s'attaquer aux 20% sortis, mais les concentrations en phosphore à la sortie étaient relativement faibles, alors que dans la partie filtrat de la déshydratation, on se retrouvait avec des niveaux importants et donc intéressants pour pouvoir les précipiter dans un réacteur. Donc l'astruvite, qu'est-ce que c'est? C'est un agglomérat, un sel d'ammonium, avec du magnésium et du phosphate. L'avantage, c'est que c'est relativement facile à faire. Je dis bien relativement. Hein. Il faut un réacteur que vous voyez... que vous voyez sur votre droite, gauche. Et on injecte du magnésium, on a un lit fluidisé, on récupère les cristaux qui sont réalisés, et on traite ces cristaux-là, on les déshydrate entre guillemets pour pouvoir les récupérer correctement. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de produits chimiques dangereux, que c'est une installation qui est relativement simple, qu'il n'y a pas de produits corrosifs, que le coût énergétique est très faible, c'est quelques petites pompes par-ci par-là, qu'au niveau maîtrise technique, on n'a pas besoin d'être ingénieur pour pouvoir faire fonctionner cette installation-là. Un électromécanicien qui a des compétences en PIB, ça en sort très bien. Une adaptabilité à l'effluent. C'est-à-dire que nous, on a traité des effluents qui étaient issus de la digestion après déshydratation, mais pendant la phase d'essai et même pendant la phase de démarrage, nos digesteurs sont tombés en panne.
On a été obligé donc de traiter des effluents qui étaient issus directement du bassin d'aération. Et donc on s'est rendu compte que ça n'avait pas forcément un grand impact sur la création de la struvite. Si ce n'est que le rendement était un petit peu inférieur, mais qu'à la sortie, on avait les mêmes résultats sur la sortie de la station. Alors, il y a quand même des inconvénients, c'est que la struvite, que le réacteur, il faut qu'il fonctionne en continu. Donc ça, un liquide usé, si on l'arrête, il faut un temps de redémarrage pour que ça fonctionne bien. Ensuite, il y a une précipitation du produit. On crée des cristaux, ça cristallise, mais pas forcément toujours où on veut. Il y a une maîtrise du pH, mais ça, c'est relativement aisé. Et après, il faut maîtriser les matières en suspension. La sortie d'une déshydratation, nous, on a des presses à bande. On a fait le choix volontairement de ne traiter qu'une partie des effluents, des filtrats qui sortaient de la presse à bande, pour éviter d'avoir des matières en suspension et des matières organiques relativement chargées sur la partie struvite, et donc à avoir une pollution de la struvite finale. Alors par contre, il y a un inconvénient, et je finirai sûrement par ça tout à l'heure, c'est que la struvite est toujours considérée comme un déchet. Donc l'installation a été mise en place en 2014, après 2 années de tests avec Naesco qui nous a accompagnés là-dessus. Et aujourd'hui, les résultats que l'on peut sortir sur le début de l'année, c'est que vous avez le petit graphique en bas. En bleu clair, vous avez la concentration de phosphate en 30. En bleu foncé, vous avez la sortie après le traitement par le réacteur de struvite des filtrats de la déshydratation. On peut constater d'ailleurs que sur ce graphique-là, à chaque fois que le réacteur est en maintenance, on augmente notre sortie et on se rend bien compte de l'efficacité du système sur la sortie générale de la station d'épuration. On se rend compte aussi que la performance du réacteur, c'est le graphique que vous avez tout en haut, est environ de 80% d'abattement au niveau du réacteur, et que nous, ça nous permet d'atteindre aujourd'hui un niveau moyen de 1,2 mg par litre pour 50% des filtrats traités au niveau de la déshydratation. L'étape suivante, pour nous, c'est de traiter la totalité des filtrats pour arriver à passer en dessous des 1 mg litre, objectif de 2017, ou d'atteindre les 80% de rendement sur la station. Valorisation de la struvite, c'est un grand thème. On produit 48 tonnes de struvite à l'année. On a fait des essais, alors des essais avec Ritmo concernant l'efficacité. On a pu considérer que ça avait exactement le même effet que le superphosphate au niveau de l'agriculture. Que par contre, aujourd'hui, on ne peut pas faire des essais en plein champ d'une façon ouverte parce que c'est un produit qui n'est pas forcément réglementé. On a fait des essais pour les golfs, pour voir un petit peu si on pouvait travailler avec eux. Donc Castres a un golf, on a fait des essais sur le golfe de Castres. Ça a amené des éléments probants sur l'efficacité. Et par contre, on est toujours bloqué par le statut de la struvite. On a aujourd'hui des optimisations en cours, car pour aller un peu plus loin dans la démarche et pour essayer de faire valoriser cette struvite par des personnes qui font des engrais, il faudrait qu'on puisse leur fournir un élément qui soit stable et toujours identique. Donc on essaie de travailler sur la maturation des cristaux pour aussi faciliter la récupération de l'ensemble des cristaux qui sont créés par le réacteur, par filtration ou par tamisage, pour aussi faciliter leur dessiccation, parce que c'est un produit qui est relativement humide à la sortie du réacteur. Donc pour le transporter et pour le stabiliser, il faut qu'il soit relativement sec. On essaye aussi de travailler dans l'élimination des matières organiques qui rentrent dans le réacteur pour essayer de rentrer dans la réglementation qui est en cours d'être validée au niveau européen. Donc la struvite, pourquoi c'est intéressant? Parce que le phosphore, c'est un élément qui aujourd'hui est en voie de disparition. Alors, on ne raisonne pas forcément à demain, mais si on regarde à 40 ou 90 ans, les mines qui aujourd'hui exploitent le phosphore vont arriver à échéance. Producteur, Maroc, Chine, et utilisateur, l'Inde, pour la plupart de ça. Mais en France aussi, beaucoup de phosphore est utilisé. Ce phosphore-là, il pourrait très bien être en circuit fermé, en circuit court, pour pouvoir être revalisé par rapport aux eaux usées. Il faut simplement pouvoir l'extraire. Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'au niveau de la struvite, c'est un produit qui n'est pas considéré comme produit à part entière, mais comme déchet. Autant la struvite issue d'eau non issue de station d'épuration peut être valorisée, à partir du moment où c'est un produit qui a été issu de la station d'épuration et des eaux usées, elle n'a pas le même statut.
cette réglementation est complètement bloquante pour la suite. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer de l'injecter ou de la réinjecter dans un engrais ou de la valoriser, même ne serait-ce qu'en la réinjectant dans un compost normé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un produit qui peut être utilisé en agriculture, qui peut être valorisé en agriculture, mais qui est bloqué par un système réglementaire. En conclusion, et je suis allé très très vite, hein, vous avez vu, pour nous, ça a eu deux intérêts principaux. Le premier, c'est que ça nous a permis, grosso modo, d'arriver à notre norme de rejet imposée pour 2017. Donc l'agence de l'eau nous surveille, mais aussi la DDT nous surveille, et espère qu'on y arrivera, puisque 2017, c'est demain, et on doit respecter ces 80% de taux d'abattement, ou c'est 1 mg/litre. Ça a aussi un autre intérêt, c'est qu'on préserve le milieu naturel. Les cours d'eau, l'eutrophisation, on élimine. On préserve les matières premières en diminuant ce qui est importé. Mais surtout, on valorise par un circuit court le phosphore qui est produit sur la station d'épuration, qui est mis au champ, où on produit des aliments qui sont de nouveau réutilisés dans la ville et de nouveau réinjectés dans le circuit d'assainissement. Donc c'est une boucle qui peut être perpétuelle si on respecte bien la récupération du phosphore au niveau de la déshydratation. Notre campagne, par rapport à ça, aujourd'hui, la petite croix rouge qui nous interdit l'autorisation, c'est le noyau bloquant. Mais on continue quand même à travailler parce que pour nous, il y a le côté valorisation. On peut estimer qu'une tonne de struite pourrait être vendue, si on la rapporte à un engrais normé, entre 100, 150, voire 180 € la tonne. Aujourd'hui, c'est un déchet, donc on ne peut même pas l'éliminer en soi. De plus, par rapport à la station d'épuration, on est en train de changer notre mode de déshydratation pour passer avec un système en continu pour pouvoir récupérer l'ensemble des filtrats et injecter l'ensemble des filtrats sur le réacteur et ainsi permettre d'une part de diminuer encore notre niveau de rejet, mais surtout aussi de produire plus de struite sur la station d'épuration. Voilà, merci pour votre écoute. Merci beaucoup.